Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Bonjour, je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, n'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. Bonne écoute! Mon invitée d'aujourd'hui travaille dans un domaine de niche, elle est avocate et elle a consacré son activité au monde hippique et sportif. Elle-même cavalière, elle détaille ses missions, quelques dossiers concrets et vous verrez que son quotidien ne manque ni de diversité ni de piquant. Bonjour Sophie et bienvenue dans le podcast Tout droit tout simple. Bonjour Delphine. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, d'abord vous présenter ainsi que votre cabinet? Oui, bien sûr. Alors écoutez, moi je m'appelle Sophie Beuchet, je suis avocate dans le barreau d'Angers et je travaille au sein du cabinet L'Excap, qui est un cabinet qui a plusieurs antennes. Donc notre cabinet principal est à Angers, mais on a aussi des antennes à Paris, Rennes, Saumur ou Nantes. Donc c'est un cabinet de taille relativement importante pour la province, puisqu'on a à peu près une soixantaine d'avocats et juristes au sein du cabinet, avec chacun évidemment des spécialités tout à fait spécifiques. Et alors, je crois que votre pratique initiale, c'était plutôt le contentieux commercial, donc les litiges, le recouvrement de créances, le droit de la consommation, les procédures collectives. Comment cela vous a-t-il mené en fait au droit équin? Alors oui, c'est vrai qu'au cabinet, nous, la politique, c'est d'être très spécialisé, puisqu'on a un cabinet de taille importante, donc on a la chance de pouvoir se spécialiser chacun dans des matières, ce qui est quand même plus facile parce qu'aujourd'hui, le droit est tellement complexe qu'on a besoin quand même de bien connaître sa matière pour être compétent. Donc moi, je fais partie du secteur droit commercial. Alors les litiges en droit commercial sont les litiges classiques entre commerçants. Il peut s'agir de problèmes de recouvrement de créances, mais je fais également du droit civil ou du droit de la consommation. Donc ça, c'est, je dirais, la pratique un peu classique. Et j'ai été amenée à développer le droit équin. Donc ça concerne tous les litiges propres aux chevaux, tout ce qui peut concerner des problèmes incluant des chevaux. J'ai développé ça essentiellement par passion parce que je suis moi-même cavalière depuis très très longtemps et donc ça m'intéressait de travailler sur ce sujet. Donc c'est par plaisir et par passion que j'ai été amenée à développer ce pan du droit qui est un petit peu particulier. Alors justement, on va y venir un peu plus dans le détail, mais est-ce que d'abord vous pouvez me rappeler la qualification juridique d'un cheval? Alors, un cheval aujourd'hui, peut-être que les choses évolueront, mais aujourd'hui, un cheval, c'est un meuble. Pourquoi? Parce que dans notre droit français, il y a deux catégories, les personnes et les biens. Dans les biens, il y a deux sous-catégories qui sont les meubles et les immeubles. Et donc, de fait, le cheval n'étant pas une personne, il est nécessairement un bien, et c'est un bien meuble puisqu'il peut se mouvoir. Donc, il est traité aujourd'hui à la même enseigne que les meubles tels qu'un frigo, une table, et ce sont donc toutes les réglementations des meubles qui s'appliquent aux chevaux. Oui, alors, en fait, parle beaucoup, comme tous les animaux, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, comme tous les animaux. Alors, on parle beaucoup d'une évolution éventuellement du statut juridique des animaux. Et il y a déjà dans le Code civil une avancée qui a été faite, puisqu'il a été précisé que les animaux étaient des êtres vivants doués de sensibilité. Alors, c'est une avancée, mais en même temps, aujourd'hui, rien n'a changé, puisqu'ils sont toujours considérés comme des meubles. Et est-ce que le droit équin, on peut dire que c'est une spécialité à proprement parler ou pas? Alors, pas réellement, dans le sens où ce n'est pas une spécialisation qui est reconnue par l'ordre des avocats. On a un certain nombre de spécialisations comme le droit commercial, le droit social, etc., qui sont reconnues. Le droit équin n'est pas une spécialisation reconnue par l'ordre. C'est quand même important, quand on veut faire cette pratique, de connaître le milieu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'abord de comprendre ce que le litige, ce que nous expliquent nos clients, quel est le contentieux. Et puis ensuite, en tant qu'avocat, on va devoir l'expliquer au juge
Donc là, c'est très important d'avoir une connaissance en réalité du sujet pour pouvoir être efficace et convaincre le juge. D'accord, mais il existe un droit du sport, alors est-ce qu'il ne s'applique pas à votre pratique? Alors, il existe un code du sport, en effet, mais le code du sport ne s'applique pas aux courses, puisque les courses de chevaux sont régies par des sociétés mères, qui sont France Gallo et la société Cheval Français, et qui ont leur propre code. Donc, il existe le code des courses au trot, le code des courses au galop, de sorte que pour les courses, le code du sport n'est pas applicable. Alors, il peut trouver application, en revanche, dans d'autres domaines qui sont le concours complet, le concours de saut d'obstacle, le dressage, les pratiques équestres classiques, mais pas pour les courses. D'accord. Et alors, qu'en est-il du code de la santé animale? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe et qui s'applique à votre pratique de droit équin? Alors, ce n'est pas un code tout à fait de la santé animale. Il existe un code des animaux qui a été publié en 2018, le code des animaux, mais qui en réalité n'est qu'une compilation de textes applicables aux animaux. Donc, ce n'est pas un droit particulier, hein, comme je l'indiquais, puisque aujourd'hui, les animaux étant des meubles, en fait, on va compiler tous les textes qui peuvent trouver application pour les animaux. Et notamment, par exemple, dans le Code civil, on trouve des dispositions comme la garantie des vices cachés, qui est applicable aux ventes de chevaux. Dans le Code de la consommation, on a la garantie de conformité, qui va être applicable également aux ventes de chevaux. Donc, le Code des animaux est une simple compilation des textes qui peuvent trouver application s'agissant des litiges des animaux. D'accord. Donc là, en fait, vous, dans vos dossiers, vous référez à ce code ou finalement, vous allez plutôt aller piocher dans les codes, je dirais, un peu plus classiques, là où finalement s'appliquera votre dossier? Bien, écoutez, moi, non, je vais piocher dans les codes un peu classiques en fonction du contentieux qui m'occupe, sachant que dans droit équin, la majorité des contentieux, c'est quand même soit des problèmes relatifs à la vente de chevaux, soit on va trouver des problèmes de responsabilité. D'accord. Essentiellement, on a après, voilà, on peut aussi avoir des problématiques qui nous occupent en droit rural, puisque aujourd'hui, les activités liées aux chevaux sont considérées comme des activités agricoles. Donc, on peut aussi avoir des problématiques relatives aux baux ruraux, très spécifiques du droit rural. Mais je vais donc plutôt piocher dans chaque code les dispositions qui concernent mon contentieux. Et alors, qui sont vos clients? Vous en avez un petit peu parlé là, brièvement, mais qui sont vos clients en fait dans ces dossiers-là? Alors, les clients que j'ai peuvent être des entraîneurs de chevaux de course, soit au trot, soit au galop, ce sont des gens qui ne font pas du tout la même chose. Entre le trot et le galop, ce sont des disciplines très différentes. On peut avoir des propriétaires de chevaux de course également, ou des jockeys, des drivers. Et puis après, il peut s'agir également de particuliers qui vont acheter ou vendre un cheval. Il peut s'agir de centres équestres qui, par exemple, ont une problématique d'accident avec un cavalier qui tombe. Il peut s'agir de cavaliers professionnels. Donc, c'est assez varié puisque soit j'ai affaire à un professionnel de quelque milieu que ce soit dans les chevaux, soit un particulier. D'accord. Donc, j'ai un panel de clients assez large de ce point de vue-là. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail et dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous donner parce que là, on parle pas mal de contentieux, mais j'imagine que vous avez aussi une part conseil. Quelle est la part contentieux et la part conseil dans votre pratique? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout contentieux, finalement, il y a quand même une part de conseil, puisque quand je reçois le client ou le dossier, il faut déjà se plonger dedans et puis, comme ferait un petit peu un médecin, faire un diagnostic du dossier en disant, bah, écoutez, je pense qu'on a des chances de succès ou pas. Voilà ce que je vous propose, voilà la stratégie qu'on peut mettre en place. Et puis, avant d'engager la procédure, systématiquement, on va essayer de régler le litige à l'amiable. Hein, ça, c'est aujourd'hui de plus en plus vrai, compte tenu de la longueur des procédures et du coût que ça génère. Il n'y a pas un dossier où on n'essaye pas de trouver un accord, on essaye de discuter. Donc, il y a toujours un préalable de conseil dans ma pratique.
Après, le conseil à proprement parler peut concerner la rédaction de contrats. Donc, je suis amenée parfois à rédiger des contrats de vente ou des contrats de location, des contrats d'entraînement. Mais malheureusement, cette pratique de rédaction de contrats et de signature de contrats dans le milieu des chevaux n'est pas encore suffisamment développée à mon goût. Et c'est quand même pas très, très fréquent. Par contentieux, me s'agissant, est quand même très importante, hein, puisque moi, mon métier, c'est quand même de régler des contentieux. Je ne suis pas. On a des confrères qui ne font que du conseil au cabinet, ils ne font que ça. Donc, ils ne mettent jamais la robe, ils n'ont jamais plaidé devant les tribunaux. Bon, moi, je suis quand même un avocat, ce qu'on appelle judiciaire, donc qui est amené à régler des contentieux devant le juge. Ouais. Et alors justement, en parlant de contentieux, est-ce que, parce que vous nous avez parlé tout à l'heure de mise en jeu de responsabilité, de vente de chevaux, de relations contractuelles, etc., est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de contentieux que vous avez eu à gérer avec des entraîneurs, des cavaliers, etc., pour que ce soit encore plus concret pour ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, quelques exemples. Écoutez, par exemple, cette semaine, je suis allée en expertise judiciaire. Donc, c'est un expert judiciaire vétérinaire qui a organisé c'est une réunion qui s'est tenue chez le client. Et nous y sommes allés parce que mon client est éleveur de chevaux et on lui avait confié une trentaine de chevaux. Et malheureusement, sur ce cheptel de chevaux, il y a plusieurs chevaux qui sont morts. 5 chevaux sont morts. Et le propriétaire reproche un défaut de soins à mon client. Donc, l'expert a une mission particulière. Il doit vérifier quelle est la cause de la mort de ces chevaux et s'il y a une responsabilité de mon client et si oui, évaluer le préjudice. Donc ça, c'est un exemple récent puisque ça s'est passé cette semaine. Après, je peux éventuellement évoquer un autre dossier que j'ai en cours qui concerne un problème de dopage involontaire. Pourquoi? Parce que le cheval de mon client est un propriétaire de chevaux de course au galop, et son cheval avait un problème de santé. Il y a un vétérinaire qui est venu pour le soigner, qui a prescrit des médicaments, et malheureusement, l'un des médicaments prescrits était dopant. Le délai de rémanence qu'avait prévu le vétérinaire n'était pas suffisant. Donc le cheval a couru et il a été contrôlé positif et donc déclassé de la course. Et je considère qu'il y a une responsabilité du vétérinaire et je demande l'indemnisation de mon préjudice puisque manifestement le vétérinaire s'est trompé dans les délais. Et j'ai par exemple, un autre dossier un peu différent en cours où mon client est jockey, donc il monte des chevaux de course au galop, c'est son métier, il ne fait que ça. Et malheureusement, lors d'une course, il a été blessé au moment du départ en course et il a été blessé au pied. Ce qui a provoqué cette blessure, c'est un mauvais état des stalles de départ. Donc j'ai un contentieux contre la société de course organisatrice de la course, puisqu'on considère que les stalles, le matériel était en mauvais état et a provoqué une blessure de mon client. Et puis peut-être vous en citer un dernier pour vous montrer combien les dossiers sont Oui, différents. c'est même très varié. Oui, c'est varié. J'ai un autre dossier, par exemple, en tête, qui est en ce moment en appel, où ma cliente a vendu un cheval, elle est particulier, elle a vendu un cheval à un autre particulier, et ce cheval était entier, donc étalon, non castré, donc un petit peu difficile à gérer, mais très gentil. Et malheureusement, après la vente, quelques temps après la vente, le nouvel acquéreur s'est fait mordre par le cheval et dans des conditions très graves, malheureusement, puisqu'elle a dû être amputée de la main, une blessure très très importante. Et cette personne, cette victime, se retourne contre ma cliente en venant dire bah, vous m'avez vendu un cheval dangereux, vous m'avez caché la dangerosité du cheval, et elle demande un préjudice, bien entendu, très important à hauteur des dommages que lui a causé le cheval. Donc c'est un dossier qui est en ce moment en appel. Déjà, il y a une décision qui a été rendue, qui a été favorable à ma cliente, et un appel en cours. Donc voilà, je pourrais vous en citer beaucoup. Oui, oui, donc en fait, il y Mais a là, c'est vraiment quelques exemples. un panel très important entre la mise en jeu de la responsabilité, les problèmes de vente, de relations contractuelles, sûrement d'assurance.
Je ne sais pas si vous avez aussi Oui, des on a sujets aussi. de troubles de voisinage, d'indivision, mais on voit que le panel est quand même très, très, très large. C'est effectivement très très large. On a, vous avez raison, des problèmes d'indivision. On a aussi beaucoup de problématiques sur l'interprétation des contrats, puisque comme les parties rarement concrétisent par écrit, on a parfois des problématiques en disant savoir ce qui a été convenu entre les parties, puisque tout est fait à l'oral. Il faut interpréter. Donc on voit que c'est quand même très très varié, effectivement, comme sujet, et très varié également du point de vue des textes qui s'appliquent, même si globalement on retrouve quand même des problématiques de responsabilité. Mais on voit qu'on peut toucher et au droit civil, et au droit de la consommation, et au droit rural, éventuellement au droit commercial, parce qu'on a parfois des litiges entre commerçants. On peut avoir des personnes qui exploitent sous forme de société commerciale. Parfois, on a des problématiques fiscales. Donc, c'est vrai que c'est très large. Oui, et vous m'aviez Du parlé point de aussi vue et des des baux, sujets. c'est ça, des baux ruraux éventuellement aussi. Des beaux ruraux, oui, effectivement, puisque que ce soit les centres équestres ou les entraîneurs de chevaux de course, étant donné qu'ils sont agriculteurs, s'il y a une location, elle est soumise à ce statut d'ordre public qui est le bail rural, qui est un contentieux très spécifique avec une juridiction spécifique, le tribunal paritaire des baux ruraux, avec des usages particuliers. Finalement, le droit équin, c'est assez transversal. On va couvrir beaucoup de matières et de sujets différents. Ouais, j'imagine qu'il faut vraiment être à la pointe de la jurisprudence qui doit être bien particulière à votre domaine. Oui, tout à fait. Alors après, moi j'ai la chance d'être adhérente à l'Institut du droit équin, qui est une association basée à Limoges, qui recense justement toutes les jurisprudences relatives aux contentieux qui traitent des chevaux, et qui fait paraître ces jurisprudences dans un petit bulletin. Donc moi-même, quand j'ai une décision, et ainsi que tous mes confrères qui font du droit équin, on les fait remonter à cet institut qui ensuite publie. Donc, ça nous Ah, permet d'avoir une base de données tout à fait spécifique pour les jurisprudences qui nous intéressent et qui sont liées aux chevaux. et du coup, toujours à jour, puisque vous remontez vous-même toutes les informations et les décisions, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, genre, je participe à des formations. Je suis formatrice pour l'Institut du droit équin. Et on fait des formations très régulièrement sur l'actualité jurisprudentielle, puisqu'effectivement, on a besoin de se mettre à jour. Grâce à cette base de données, c'est pas très problématique. Et alors, justement, vous parlez de formation. Est-ce qu'il y a pour les étudiants un cursus spécifique aujourd'hui, je sais pas, un DU ou quelque chose, un master sur le droit équin? Alors, sur le droit équin, à ma connaissance, le seul DU qui existe, c'est celui qui est justement proposé par l'Institut du droit équin dont je vous parlais. Et les élèves qui suivent ce DU, ce sont des personnes dont le profil est assez varié, puisqu'il y a des avocats, mais il y a aussi des étudiants. On retrouve aussi des notaires, des huissiers, des vétérinaires. Donc, on voit qu'il y a un public assez hétéroclite, mais tous ont un intérêt et une passion souvent pour les chevaux et ont envie de développer ce domaine. Oui, une Donc, c'est ce expertise qui les lie. bien. Donc, ce DU, voilà, ce DU est intéressant parce qu'il permet également de créer un réseau de gens qui connaissent le sujet, puisqu'on n'est pas très nombreux à être spécialisés en droit équin, notamment les confrères qui font ça de manière importante. On se connaît tous. C'est quand même un petit milieu. On est souvent, d'ailleurs, on retrouve souvent les mêmes adversaires dans les dossiers. On se connaît bien. Donc voilà, le réseau est quand même très important. Et alors, justement, donc vous avez dit en début d'émission que vous faisiez partie du cabinet LexCap à Angers, je crois. Oui, tout à Est-ce fait. que vous prenez, vous, des stagiaires et est-ce que vous pouvez, dès les premières semaines, s'ils sont intéressés par cette matière, les emmener sur ces sujets-là de droit équin ou vraiment vous considérez que c'est un peu trop spécifique au début et que finalement, il vaut mieux se former d'abord très bien en droit civil pour ensuite finalement aller vers le droit équin. Alors, écoutez, nous, la politique du cabinet, c'est effectivement de prendre des stagiaires parce que je trouve que c'est très important pour les jeunes
de faire des stages. Il ne faut pas hésiter à faire des stages dans différents milieux, en faire le plus possible, même quand ce n'est pas obligatoire, parce que ça permet une approche pratique et qu'on n'a pas du tout à l'université. Je me souviens, moi, jeune étudiante, je n'avais aucune idée de ce que pouvait être l'agenda d'un avocat, de ce qu'il pouvait faire de ses journées. Et il n'y a que quand on est en entreprise qu'on arrive à se faire une idée précise. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des stages. Donc après, oui, on prend des stagiaires. Qu'est-ce qu'on leur propose? Ça dépend vraiment du niveau du stagiaire en réalité, puisqu'on a des stagiaires à partir de la troisième en stage d'observation. Donc là, ce sont des jeunes qui ont une quinzaine d'années. C'est plus compliqué. Donc là, on leur propose beaucoup d'observations, d'aller voir des audiences, d'assister à des rendez-vous, d'essayer de voir différentes matières puisque au sein du cabinet, les avocats ne font absolument pas le même métier. Entre celui qui fait du contentieux, celui qui n'en fait pas, celui qui fait du droit de la famille ou du droit social, sont finalement des choses très, très différentes. Donc, beaucoup d'observations. Après, si j'ai un stagiaire qui a un niveau un peu plus élevé et qui va être étudiant en droit, là, on peut commencer à leur demander de rédiger des conclusions, des assignations, de vraiment travailler dans le dossier, d'analyser les pièces, d'avoir une vraie réflexion juridique. À partir du moment où ils ont fait un peu de droit civil, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un dossier de droit équin à partir du moment où je leur explique évidemment les tenants et les aboutissants. Mais il faut quand même que l'étudiant ait à minima 2-3 ans de droit. Nous, on le constate pour pouvoir commencer à vraiment faire des choses intéressantes dans un dossier. Ouais, s'impliquer dans le dossier Donc, pour ouais. bien comprendre les enjeux et avoir quand même des bonnes bases de droit civil, quoi. Oui, et puis passer du stade de l'observation à la rédaction. Notre métier, c'est quand même beaucoup de rédiger. Donc, c'est un pas qu'il faut franchir. Hein, si le stagiaire veut vraiment être avocat, nous, on passe quand même beaucoup de notre temps à rédiger des conclusions, des assignations, finalement, aller plaider un beau dossier. C'est un peu la récompense, mais c'est pas si fréquent que ça. L'essentiel de notre temps, c'est quand même de répondre à des mails, de traiter les courriers et de rédiger des conclusions, des assignations, des courriers, etc. Donc, il faut passer au stade de la rédaction. Mais là, effectivement, il faut un peu plus d'expérience. Ouais. Donc, si éventuellement des jeunes veulent faire un stage, qu'ils me contactent et puis on organisera ça. C'est possible, oui, tout à fait. Ah bah, l'appel est lancé. Est-ce que vous auriez justement pas quelques mots ou un conseil pour les étudiants qui seraient intéressés par cette pratique de droit équin? Je pense que si on veut vraiment développer la matière, on a besoin quand même d'avoir des contacts et du réseau. C'est pas le tout d'afficher une spécialité. Après, il faut réussir à développer et pour ça, ça passe souvent par le réseautage. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Mais c'est vrai en droit équin et dans tous les domaines. Il faut se faire connaître. Ça demande quand même une certaine implication, passer du temps, toujours facturable d'ailleurs, pour se faire connaître. Donc le conseil, c'est de bien se former et puis développer son réseau au maximum. Essayer de connaître beaucoup de gens, de professionnels, mais de confrères, de gens du milieu. Voilà, ça, c'est très important. Et puis d'être bien entouré. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée, puisque comme je l'indiquais, je suis dans un cabinet relativement important. Donc, ce qui me permet, quand j'ai des questions spécifiques, de m'appuyer sur des confrères. Donc ça, c'est très important parce que c'est difficile aujourd'hui de tout maîtriser. Et comme je l'indiquais en droit équin, on a quand même beaucoup de domaines qui sont abordés. Donc, c'est très important de pouvoir se faire aider par des confrères qui vont être plus pointus sur telle ou telle question. Donc, ça, c'est l'avantage d'intégrer une structure qui est relativement importante. Oui, et donc effectivement, avec le réseau qui va avec, ce serait peut-être plus difficile. Est-ce que vous pensez que ce serait plus difficile pour vous d'être finalement, de développer cette pratique si vous étiez seul, en exercice individuel, ou finalement il suffit de se faire aussi son propre réseau externe? Personnellement, exercer seul à titre individuel, c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, j'ai besoin d'être intégrée dans une structure où il y a du monde, où voilà, il y a une ambiance de travail aussi qui est quand même agréable, je trouve, qui est collective, qui est agréable.
Donc ça, c'est plus des problèmes, des questions personnelles. Sur le plan professionnel, je considère que c'est plus satisfaisant pour un client d'être sur une structure de cette taille-là parce qu'on peut répondre à tous ses besoins. Si moi-même, je n'ai pas compétence dans tel ou tel domaine, la porte à côté, le client pourra trouver un confrère qui sera compétent. Quelqu'un qui exerce aujourd'hui seul, on ne peut pas offrir tous ces services aux clients, c'est impossible. Les pans du droit aujourd'hui sont tellement variés, et les pratiques tellement différentes que c'est impossible d'être compétent dans tous les domaines. Enfin, je pense que ce n'est pas envisageable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'attirerait moi personnellement. Après, certains confrères préfèrent être seuls. Je ne juge pas, chacun doit trouver ce qui lui convient, mais moi, je conçois la pratique du métier d'avocat dans une structure collective relativement importante. Je considère que le client sera mieux servi. C'est très clair. Ok. En tout cas, un grand merci Sophie d'avoir répondu à toutes ces questions sur votre pratique, sur le droit équin en général, d'avoir ouvert aussi la porte aux étudiants qui veulent éventuellement faire un stage. C'est vraiment des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer. Donc un grand merci à vous et puis à bientôt. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Sophie. Au revoir. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoutsimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt!